أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans cette vidéo, nous allons faire la correction d'un sujet d'examen, module structure machine 2 pour le deuxième semestre, première année MI, Université de Bab Zouar. Donc, le sujet contient 3 exercices. Un exercice sur les circuits séquentiels, un deuxième exercice sur les mémoires, les RAM surtout, et un troisième exercice sur le langage assembleur dans une machine pédagogique. Commençons par le premier exercice. Donc, je vais lire l'énoncé de l'exercice. Donc, faire la synthèse de l'automate suivant en utilisant des bascules T. Donc, c'est l'objectif. Remarque, il est à noter que si la sortie n'existe pas, donc si la sortie n'est pas mentionnée sur la flèche, alors elle prendra la valeur X indéterminée. Donc, remarquez le schéma. J'ai 3 états A, B, C, D et j'ai des flèches de transition. Sur la flèche, elles sont mentionnées l'entrée sur 2 bits slash la sortie. Si la sortie n'est pas mentionnée comme celle-là, donc alors la sortie va prendre la valeur X indéterminée. Première question, représenter le graphe sous forme tabulaire, la table de transition. Coder les états A, B, C, D en binaire avec un ordre croissant. Dresser la table d'excitation. Donner les équations simplifiées des entrées et des bascules et de la sortie Z. Dessiner le circuit. Voilà, c'est l'exercice numéro 1 sur les circuits séquentiels. Donc, j'ai un diagramme des états, contient 3 états A, B, C, D. Selon les flèches, j'ai 2 entrées et ou bien une entrée sur 2 bits, parce que j'ai remarqué 2 bits sur le côté gauche, et une sortie Z sur 1 bit. Voilà, elle est appelée Z selon l'exercice. Voilà la notation. Voilà, les 2 entrées sont X1, X0. Très bien. Donc, c'est X1, X0. Et la remarque nous dit, si la sortie n'est pas mentionnée sur la flèche, donc elle doit prendre la valeur X indéterminée. Voilà. La première question, représenter le graphe sous forme tabulaire. Donc, je vais tracer la table de transition. Elle est établie à partir de ce graphe, bien sûr. Voilà. Donc, dans la table de transition, la première colonne, c'est la colonne des états A, B, C, D. Puis, j'ai 4 grandes colonnes. Une colonne pour chaque cas d'entrée. Donc, pour X1, X0 égale 0, 0. Donc, j'ai une grande colonne. Pour les entrées égale 0, 1. Pour les entrées égale 1, 0. Et pour les entrées égale 1, 1. Et dans chaque colonne, je trouve 2 autres colonnes. Donc, la colonne est composée de 2 colonnes. L'état suivant et la sortie. L'état suivant et la sortie. Donc, toutes les colonnes. Donc, très bien. Comment je vais remplir le tableau? Donc, je vais lire, par exemple, comment remplir cette colonne. L'état X1, X0, c'est l'entrée 0, 0. Donc, je vais chercher l'état présent A. Quel est l'état suivant dans ce cas? 0, 0. Donc, on va remarquer A. Où est l'état suivant lorsque X égale 0, 0. Donc, c'est cette flèche. Remarquez 0, 0. Donc, l'état suivant, c'est quoi? C'est B. Très bien. Donc, j'ai écrit B. La sortie, elle n'est pas mentionnée. Donc, elle prend la valeur X. Très bien. Deuxième ligne. L'état présent, c'est l'état B. Quel est l'état suivant dans X1, X0 égale 0, 0. Donc, je vais démarrer de l'état B
et je vais chercher où est l'état 0, 0. Donc, remarquez, c'est cet état. Donc, j'ai dans l'état B avec x égale 0, 0. Donc, l'état suivant, remarquez la flèche, c'est B. Très bien. Donc, l'état suivant est B. Quelle est la sortie? Remarquez ce 0. Donc, c'est la sortie. 0. Voilà. Maintenant, je suis dans l'état C. Voilà l'état C. Quel est l'état suivant dans le cas 0, 0? Donc, c'est cette flèche. Remarquez 0, 0. Donc, c'est cette flèche. Quel est l'état suivant? C'est toujours C. La valeur de la sortie, c'est cette sortie. Donc, c'est 0. Donc, j'ai mis 0. Maintenant, je suis en état D. Quel est l'état suivant? Remarquez, dans le cas 0, 0. Donc, c'est cette flèche. D. Donc, l'état suivant, son état suivant, c'est le C. Remarquez, j'ai mis C. La sortie, elle n'est pas mentionnée. Donc, elle est équivalente à un X, comme ça. Donc, je mets X ici. Maintenant, la deuxième colonne. Comment je vais remplir la deuxième colonne? Remarquez l'état des X. L'état des entrées, c'est le 0, 1. Donc, je suis à l'état A dans les X1, X0, 0, 1. Donc, je vais chercher cet état. A avec X1, X0 égale 0, 1. Donc, c'est celui-là. Remarquez. X égale 0, 1. Donc, c'est cette flèche. Donc, l'état suivant de A, c'est le A. Remarquez. Quelle est la sortie? C'est le 1. Remarquez. Donc, j'ai mis 1 ici. Maintenant, je suis dans l'état B. Avec les X égale 0, 1. Donc, B avec X égale 0, 1. Remarquez. C'est cette flèche. Je suis dans l'état B avec X1, X0 égale 0, 1. Donc, l'état suivant de B, c'est quoi? C'est le A. Remarquez, j'ai mis A. Quelle est la sortie? Elle n'est pas mentionnée. Donc, X. Très bien. Maintenant, je suis dans l'état C. Voilà, l'état C. Quelle est la flèche qui contient l'état X1, X0, 0, 1? Où est la flèche? Notre flèche 0, 1. Voilà, c'est cette flèche. Remarquez. 0, 1. Donc, l'état suivant de C, c'est quoi? C'est le A. Très bien. Quelle est la sortie? Elle n'est pas mentionnée. Donc, c'est un X. Très bien. Je suis maintenant dans l'état D. Avec X1, X0 égale 0, 1. D avec la flèche 0, 1. Où est la flèche 0, 1? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est cette flèche. Très bien. Voilà. C'est cette flèche. Avec 0, 1. Donc, l'état suivant de D, c'est quoi? C'est le A. Très bien. Quelle est la valeur de Z, la sortie? Donc, elle n'est pas mentionnée. Donc, c'est un X indéterminé. Et avec la même méthode, je peux remplir tout le tableau. Très bien. Donc, j'ai terminé la table de transition. C'est la première question. Passons maintenant à la deuxième question. C'est quoi la deuxième question? Coder les états, ordre alphabétique, avec un ordre binaire croissant. L'ordre alphabétique, c'est A, B, C, D. L'ordre binaire, c'est 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Donc, A prend la valeur 0, 0. L'état B prend la valeur 0, 1. C, c'est le 1, 0. Et le D, c'est 1. C'est une question simple sur un point. Troisième question. Dresser la table d'excitation. Donc, la table d'excitation d'un circuit, donc elle contient quoi? Premièrement, elle contient l'état présent. Donc, l'état présent, donc chaque état est codé sur 2 bits. Donc, j'ai deux bascules, Q1, Q0. C'est la première partie, l'état présent. Les entrées du système. J'ai 2 bits pour les entrées. Donc, X1, X0. Donc, l'état présent, les entrées du circuit. Ensuite, j'ai l'état suivant. L'état suivant codé sur 2 bits, 2 bascules. C'est le même état, c'est la même forme que l'état présent. Donc, Q1, la différence plus. Donc, j'ai mis le signe plus parce que c'est un état suivant. Donc, Q1, c'est l'état présent. Q1 plus, l'état suivant de Q1. Q0, c'est l'état présent. Q0 plus, c'est l'état suivant. Donc, j'ai 2 bascules.
Donc, dans l'exercice, il nous a demandé de réaliser ce circuit à l'aide des bascules T. Donc, je vais revoir la question où il a demandé de faire d'utiliser la bascule T. Très bien. Donc, remarquez la première phrase. Faire la synthèse de l'automate suivant en utilisant des bascules T. Voilà. Donc, je vais utiliser bien sûr la bascule T pour réaliser ce circuit. Donc, je vais revenir à la table d'excitation. Donc, j'ai une entrée parce que la bascule T possède une seule entrée. Donc, une entrée T1 pour la bascule Q1. Voilà. Et une entrée T0 pour la bascule Q0. Et la dernière colonne contient la sortie Z, la sortie du circuit. C'est la sortie Z. Très bien. Comment je vais remplir cette table? C'est la table d'excitation. Donc la colonne Q1, Q0, X1, X0 sont remplies par toutes les combinaisons possibles. Remarquez. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 4, 0, 4, 1, 4, 0, 4, 1 et 8, 0, 8, 1. Toutes les combinaisons possibles. Puisque j'ai 4 bits, donc 16 lignes. Très bien. Maintenant, l'étape suivante, comment remplir l'état suivant. Donc, le remplissage de l'état suivant se fait ou bien selon la table de transition qu'on a déjà tracée, ou bien sur la base du diagramme de transition, de ce diagramme. Voilà, je peux déduire quel est l'état suivant de chaque état en suivant bien sûr les valeurs de x1, x0. Par exemple, remarquez, l'état 0, 0, c'est l'état A, bien sûr. Rappelez-vous que l'état 0, ça, c'est l'état A. Parce que j'ai codé les états en binaire. A, c'est le 0, 0. De la même méthode que j'ai déjà utilisée pour remplir la table de transition, je vais lire à partir du diagramme quel est l'état suivant selon x1, x0. Remarquez par exemple, je vais faire une ou deux lignes et le reste sera rempli par la même manière. Par exemple, 0, 0, c'est l'état A, donc c'est cet état. X1, X0 égale 0, 0. Donc, voilà, c'est cette flèche. Donc, l'état suivant, c'est quoi? C'est B. Le code de B, c'est quoi? C'est 0, 1. Donc, je vais mettre ici l'état suivant, 0, 1. Et la sortie, indéterminée. Donc, je vais mettre ici X. Voilà, donc je vais écrire. Donc, l'état suivant, c'est 0, 1. La sortie, c'est X. Deuxième ligne, par exemple, 0, 0, l'état 0, 0, c'est l'état A. Donc, je suis ici. X1, X0, c'est le 0, 1. La flèche 0, 1, c'est cette flèche. Donc, l'état suivant, c'est le A lui-même. Donc, le code de l'état A, c'est 0, 0. Donc, je vais mettre ici 0, 0. La sortie, c'est quoi? Le Z, c'est un 1. Remarquez, c'est un 1. Donc, je vais mettre ici. Et je peux maintenant compléter toutes les colonnes. Voilà. Avec la même méthode, sur la base du diagramme d'état ou bien sur la base de table de transition. Maintenant, comment remplir les deux colonnes T1 et T0 en utilisant la table d'excitation d'une bascule T. Donc, je vais faire une révision sur la table d'excitation de la bascule T et remarquez, donc la table d'excitation d'une bascule contient Q avec Q+, toutes les combinaisons possibles. Remarquez 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. C'est l'état présent avec l'état suivant. Et dans chaque cas, je vais deviner quelle est la valeur de T. Remarquez 0, puis elle a resté 0. Donc c'est une mémorisation. Dans la bascule T, quelle est la valeur qui indique la mémorisation? C'est 0 dans T. 0 devient 1. Donc un changement d'état. C'est un basculement dans la bascule T. Donc c'est un 1 dans la bascule T. 1 devient 0. Donc c'est un basculement. C'est un changement d'état. Donc qui fait le basculement? C'est le 1 dans l'entrée T.
1 a resté comme un 1. Donc, c'est une mémorisation. 0. Donc, c'est la table d'excitation. Donc, c'est une révision de la table d'excitation de la bascule T. Elle est nécessaire pour remplir ces deux colonnes. Maintenant, je vais lire l'état présent, l'état suivant. Je vais déduire quelle est la valeur de T. Très bien. Commençons par la première bascule Q1. Remarquez Q1, 0. Q1 plus 0. Donc, c'est quoi? C'est une mémorisation parce que la bascule n'a pas changé d'état. Donc, c'est une mémorisation. Remarquez la méthode de remplissage. Je vais concentrer avec, bien sûr, la bascule 1. Voilà. Remarquez 0, 0. Donc, c'est une mémorisation. C'est un 0. Euh, 0, 0. C'est une mémorisation. C'est un 0. 0, 1. Ah, c'est un basculement parce que la valeur a changé d'état. Voilà. C'est la méthode de remplissage de la colonne T. Voilà. Non, 0, 1. Très bien. 0, 0. C'est une mémorisation. Donc, c'est un 0. Etc. Pour la bascule T0, pour la bascule 0. Donc, je vais voir avec Q0 et Q0 plus. Remarquez, 0 devient 1. Donc, c'est un basculement. 0 reste 0. Donc, c'est une mémorisation, etc. C'est la méthode pour remplir les colonnes des entrées des bascules. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, j'ai terminé la table d'excitation. C'est la table principale pour concevoir un circuit séquentiel. L'étape suivante, c'est quoi? C'est calculer les fonctions simplifiées des entrées des bascules T1, T0 et la sortie Z. Donc, à partir de cette table d'excitation, je vais considérer Q1, Q0, X1, X0 comme des entrées d'une fonction. Et la fonction, ma fonction, c'est quoi? C'est T1, deuxième fonction T0 et la sortie Z. Donc, je vais simplifier par la table de Carnot parce que j'ai 4 variables d'entrée. Donc, meilleure méthode, c'est la simplification graphique de Carnot. Donc, je vais commencer par T1, T0 et Z. Je vais copier ces valeurs dans le tableau de Carnot et faire la simplification. Voilà, j'ai copié ces valeurs. Remarquez les entrées de la fonction Q1, Q0, X1, X0. Maintenant, je vais faire les regroupements ici. Remarquez, j'ai un groupe de 2, 1 ici. Un groupe de 2, 1 ici. Et un 1 isolé. Remarquez, ces voisins sont tous 0. Donc, je vais faire un groupe de d'une case. Voilà. Deuxième groupe. Et le groupe d'une case. Donc, T1 est égal. Je vais lire les groupes. Donc, ce groupe, par exemple, c'est quoi? Remarquez, c'est Q1 parce que Q1 n'a pas changé sa valeur. Q0 change sa valeur, donc elle est éliminée. Donc, Q1, X1 bar, X0. Voilà, très bien. Deuxième groupe. Remarquez, Q1, elle est stable dans le 0, donc Q1 bar, X1, X0. Très bien. Troisième groupe, donc égal Q1, Q0, X1, X0 bar. Très bien. Deuxième variable. Remarquez, j'ai 2, 1 ici. Donc un groupe, un 1 isolé. Donc c'est un groupe composé d'un élément et un autre groupe ici. Voilà. C'est le meilleur regroupement possible. Donc T0 est égal, remarquez le premier groupe, Q1, Q0, X1 bar. Très bien. Deuxième groupe, je vais lire les cases stables. Donc Q1 bar, Q0. Remarquez le X1, 0 devient 1. Donc X1 a été éliminé. Donc il nous reste X0. Donc
Q1, Q0, X0. Très bien. Ce groupe, Q1 bar, ce groupe, Q0 bar, X1 bar, X0 bar. Voilà. Et le dernier groupe, Q1, Q0 bar, X1, X0 bar. Très bien. La dernière fonction, c'est quoi? C'est la fonction Z. Voilà. Dans la fonction Z, on trouve des X. Rappelez-vous que dans la simplification des tables de Carnot avec K indéterminé, on peut considérer un X comme 0 ou bien comme 1, selon les besoins de simplification. Par exemple, je vais considérer ces X comme des 1 pour prendre ce groupe. Voilà. Et les autres X sont considérés comme 0 pour ne les pas traiter. Très bien. Donc la simplification me donne Z égale, donc remarquez, X, Q1 et Q0 sont éliminés. Il nous reste que X0 parce qu'il est stable dans le 1. Donc Z est égal X0 tout simplement. Donc j'ai terminé la simplification. La dernière question, tracer le circuit. Donc le traçage du circuit est simple. Donc je vais placer deux bascules, la bascule 1, la bascule 0. Donc c'est Q0, Q0 bar, Q1, Q1 bar. Et c'est l'entrée T. L'horloge est partagée sur les deux bascules. Deux entrées X1, X0. Donc je vais tracer tout simplement un logogramme pour chaque T. Remarquez. Selon la fonction de T1, la fonction T0, et on a dit que Z égale X0, remarquez, X0. Donc j'ai terminé le premier exercice. Passons maintenant au deuxième exercice. C'est un exercice sur les rames. Je vais lire l'exercice. À l'aide de plusieurs rames M1 de 512 octets. Donc la taille d'une rame M1 est égale 512 octets. Possédant un bus de données de 4 bits. Donc la taille d'un mot mémoire dans cette rame M1 est égale 4 bits. On souhaite réaliser une rame M2, une autre rame, de 4 kilo-octets. C'est la taille de la rame M2 est égale 4 kilo-octets. Très bien. Possédant un bus de données est égal 8 bits. Donc la taille d'un mot mémoire dans M2 est égale 8 bits. Donc j'ai 8 questions. La première question, donnez le nombre de mots et la largeur du bus d'adresse des deux types de RAM. Deuxième question, combien de mémoire doit-on assembler en série sur une ligne? Combien de mémoire doit-on assembler en parallèle sur une colonne? Combien de bits d'adresse vont servir à déterminer le CS, le chip select des mémoires M1? Donnez les valeurs du CS de chaque mémoire M1. Quelles mémoires M1i sont actives lors de la lecture à l'adresse 515 et l'adresse 9A8 dans la base 16, bien sûr. Peut-on faire une extension de la mémoire M2? Si oui, combien? Donnez le schéma global de la mémoire M2. Très bien. Donc, dans cet exercice, j'ai des unités de RAM M1, des petites RAM de taille 512 octets. La taille du mot mémoire de ces RAM M1 est 4 bits. Et l'objectif, c'est de réaliser une RAM, une grande RAM M2 de taille 4 kilo-octets, de taille globale 4 kilo. Bien sûr, en assemblant un nombre de mémoire M1. Donc, le bus de données de cette RAM est 8 bits, cette nouvelle RAM. Donc, bien sûr, c'est l'objectif. Voilà. C'est donner le schéma global avec toutes ces informations. La première question, donner le nombre de mots et la largeur du bus d'adresse des deux RAM.
Très bien, je vais répondre à cette question. Remarquez la première rame. Donnez le nombre de mots et la largeur du bus d'adresse de la première rame. Nombre de mots est égal taille de la rame globale sur la taille d'un mot. Taille de la rame, c'est 512 octets. Donc, j'ai fait la conversion en bits. Donc, 512 fois 8 bits. Sur la taille d'un mot, 4 bits. Parce que j'ai les bits ici. Donc, est égal 1024 mots. Tout simplement. 1024 mots. La taille du bus d'adresse. Donc, cette information dépend du nombre de mots. Donc, la règle est simple. C'est le logarithme népérien du nombre de mots sur ln2. Donc, logarithme népérien de 1024 sur ln2 est égal ln2 puissance 10 sur ln2 est égal 10. Donc, 10 bits pour le bus d'adresse de la première rame M1. La rame M2, je vais utiliser les mêmes règles. Donc, je vais calculer le nombre de mots est égal taille globale de la rame sur taille d'un mot. Taille de la rame, c'est 4 kilo octets. Donc, 4 fois 1024, c'est le kilo, fois bit octet. Sur la taille d'un mot, la taille d'un mot mémoire dans le deuxième cas, c'est 8 bits, est égal 4096 mots. Très bien. La taille de bus d'adresse de cette rame, même formule, c'est le logarithme népérien du nombre de mots sur ln2 est égal logarithme népérien de 4096 sur ln2 est égal 12. Donc 12 bits dans le bus d'adresse de la deuxième rame. Très bien. Deuxième question. Donnez le nombre de mémoires qu'on doit assembler en série, maintenant en horizontal, sur une ligne bien sûr. Donc ce nombre horizontal, donc le nombre de mémoire en série dépend de la taille de bus de données. Voilà, dépend de ce bus. Comment je vais calculer? Donc le nombre horizontal, H pour indiquer le sens, donc horizontal, est égal la taille de MBR, c'est le registre de données de la RAM 2 sur la taille du MBR de la RAM 1. Donc la taille de la MBR de la grande mémoire, c'est 8 sur 4, donc est égal 2. Donc je vais utiliser deux mémoires RAM 1 en série ou bien en horizontal. Troisième question, donnez le nombre de mémoires qu'on doit assembler en parallèle dans une colonne, c'est vertical. Donc le nombre de mémoires dépend de la taille ou bien dépend du nombre de mots mémoire de chaque rame. Donc le nombre de mémoire verticale ou bien parallèle est égal le nombre de mots de la deuxième rame, c'est de rame 2, sur le nombre de mots de rame 1 est égal le nombre de mots, c'est 4 mots, c'est 4096 sur 1024 est égal 4 rames. Donc j'ai besoin de 4 rames en vertical, en colonne. Bien sûr ici, donc pour une remarque, puisque j'ai trouvé 2 rames en série et 4 rames en parallèle, donc le nombre global des rames nécessaires pour réaliser cette rame est 4 fois 2 est égal 8 rames. Donc j'ai besoin de 8 rames. Question suivante. Le nombre de bits d'adresse qui vont servir à déterminer le chip select des mémoires M1. Donc le chip select, c'est cette information dépend du nombre de mémoires en vertical, en parallèle. Donc nombre de bits pour chip select est égal ln le nombre de mémoires en vertical sur ln2 est égal ln4 parce que j'ai 4 mémoires en vertical, en parallèle bien sûr, sur ln2, donc est égal 2. Donc j'ai besoin de 2 bits pour les chips select de chaque ligne de mémoire. Les valeurs de chip select pour chaque mémoire, donc je vais utiliser le poids fort du bus d'adresse, donc les 2 bits du poids fort. Donc la première ligne, donc A11, A10, A11 bar, A10 bar, donc 0, 0. La deuxième ligne, chip select 1, c'est le 0, 1, c'est A11 bar, A10. Troisième ligne, c'est le 1, 0, voilà, remarquez, A11, A10 bar. Et la dernière ligne, c'est le 1, 1. Donc j'ai pris
bien sûr, j'ai considéré les 2 bits du poids fort de l'adresse, parce que le bus d'adresse de la mémoire 2, c'est 12 bits, donc à partir de A0 jusqu'à A11. Donc j'ai pris les 2 bits du poids fort. Quelle mémoire 1 M1I sont actives lors de la lecture de l'adresse 515 en décimale et l'adresse 9A8. Donc je vais faire la conversion de cette adresse qui est donnée en décimale vers le binaire sur 12 bits, bien sûr. Parce que j'ai l'adresse de la RAM 2, c'est sur 12 bits. Donc j'ai trouvé cette valeur 001000011. Donc les chips select, on a dit que c'est les 2 bits de poids fort, donc c'est 2 bits. Donc chip select égale 00. Donc c'est cette valeur. Donc elle permet d'activer les 2 RAM de la première ligne. Donc les 2 RAM de la première ligne, selon chip select, bien sûr. Deuxième adresse 9A8 en base 16. Donc je vais faire la conversion vers le binaire sur 12 bits. Donc remarquez chip select égale 10. Elle permet d'activer les 2 RAM de la troisième ligne, la ligne 10. Très bien. Question suivante. Peut-on faire une extension de la mémoire M2? Si oui, combien? Comment savoir dans une RAM, est-ce qu'on peut faire une extension ou non? Donc, nous allons calculer la capacité de cette RAM en nombre de mots. Donc, la capacité, donc j'ai combien? J'ai 12 bits. La capacité de faire, d'adresser des mots, c'est 2 puissance 12. La capacité en général. Donc, est égale 4096. Je vais comparer cette capacité avec le nombre de mots réels de cette RAM. Donc, si la capacité est supérieure au nombre de mots, donc on peut dire que la mémoire est extensible. On peut ajouter des mots. Voilà. S'il y a une égalité, donc les bits d'adresse sont tous utilisés, donc on ne peut pas faire une extension. Remarquez, la capacité, on a dit, c'est 2 puissance 12, et le nombre de mots, réellement, c'est égal 2 puissance 12. Donc la capacité égale le nombre de mots réels. Donc on ne peut pas faire une extension. Voilà la réponse. On ne peut pas faire une extension parce que tous les bits d'adresse de la RAM 2 bien sûr, sont utilisés. Donc on ne peut rien faire. Le schéma global de la mémoire. Donc nous allons résumer tout ce qu'on a vu dans un schéma global de cette RAM M2 en utilisant des RAM 1. Donc je vais utiliser 4 mémoires en parallèle, 2 mémoires en série. Donc le nombre global des mémoires M1, c'est 8 mémoires. Chaque mémoire possède l'entrée d'activation, le chip select CS. Le bus d'adresse est composé de 12 bits de la RAM globale. Voilà. Les 10 premiers bits pour adresser les RAM M1 et les 2 derniers bits du poids fort A10 et A11 pour sélectionner quelle ligne de mémoire est concernée par l'opération de lecture ou bien écriture. Donc ces 10 bits sont connectés directement avec les mémoires M1 parce que le bus d'adresse d'une mémoire M1 est 10 bits. Donc je vais utiliser les 10 premiers bits du poids faible. Et pour sélectionner quelle ligne de mémoire, est-ce que la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, je vais utiliser un décodeur 2 vers 4 qui a comme entrée A10 et A11 et qui possède 4 sorties. Donc chaque sortie va activer une ligne. Remarquez, la première sortie, c'est la sortie 00 qui active la première ligne. La sortie 01 active la deuxième ligne. La sortie 10 active la troisième ligne. Et la sortie 11 active la dernière ligne. Très bien. Le bus de données contient 8 bits de D1 jusqu'à D0, de D7 jusqu'à D0.
Donc, durant la lecture, donc j'ai 4 bits ici, avec 4 bits ici. Donc, ces deux MBR sont envoyés vers le grand MBR de 8 bits. Donc, 4 bits plus 4 bits nous donne 8 bits, sont concaténés. Voilà, comme ça. 4 bits plus 4 bits envoyés. Même chose pour la deuxième ligne, la troisième ligne et la quatrième ligne. Donc, ces bus sont envoyés directement vers le bus de données pour avoir 8 bits dans l'information lue. La commande RW bar, donc la commande qui détermine le type d'opération, lecture ou bien écriture. Donc, cette commande est connectée avec toutes les RAM directement. Voilà. Et j'ai terminé le schéma. C'est le schéma global. Par exemple, si je veux, par exemple, lire l'information, si je veux lire l'information, par exemple, 0, 0, sont tous des 0, 1, par exemple. Donc, chip select égale 0, 0. Donc, remarquez, je vais faire 0, 0 ici. Cette entrée sera active. Donc, j'ai un ici et un ici. Donc, ces deux RAM sont actifs à cause de cette 0, 0. Maintenant, les 10 bits qui restent. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Donc, le mot 1, 1 ici sera actif. Le mot numéro 3 avec le mot numéro 3. Par exemple, je veux faire une lecture. Je vais mettre 1, 1 ici. Je vais faire 1, 1 ici pour read. Donc, le 1 est envoyé. Donc, ce mot, il est vers le MBR1, puis il est envoyé vers le bus de données. Très bien, j'ai terminé le deuxième exercice. Un troisième exercice sur le langage assembleur. Donc, la question, j'ai un programme en langage assembleur, bien sûr, une mémoire qui contient un mot. Dans l'adresse 210, elle contient la valeur de P, 3,14. La question 1, dérouler le programme en précisant le contenu de l'accumulateur après exécution de chaque instruction. Alors, je vais faire un petit déroulement. La première instruction, read. Elle fait quoi l'instruction read? Elle lit la valeur saisie par le clavier et elle envoie cette information vers l'accumulateur. Donc, c'est le rôle de l'instruction read. Remarquez, un clavier et j'ai un registre appelé accumulateur. Donc, je vais saisir une valeur, par exemple X. Ce X est envoyé directement vers l'accumulateur. Donc, j'ai dit, voilà, j'ai précisé, voilà, le contenu de l'accumulateur et exécuté cette information, read. Donc, c'est une instruction sans paramètre. Remarquez. Deuxième instruction, store RD. Donc, c'est une instruction qui enregistre le contenu de l'accumulateur dans la RAM. Donc, c'est la RAM. Elle possède deux paramètres, R et D. R, c'est l'adresse. Donc, il te demande de stocker X dans l'adresse R. C'est quoi D? C'est le type d'adressage. C'est un adressage direct. Donc, tu vas pointer directement dans l'adresse R et tu mets la valeur X. Donc, je vais exécuter cette instruction. Remarquez, l'accumulateur contient X et une copie de ce X envoyée dans l'adresse R avec un adressage direct. Ça veut dire dans R on met X tout simplement. L'instruction suivante, mul 210,D. Mul, c'est l'opération multiplication. Elle a deux paramètres. Elle multiplie le contenu de l'adresse 210 avec un adressage direct. C'est-à-dire tu récupères ce qui est écrit dans 210 directement. Donc, c'est le P. Et multiplié par défaut fois l'accumulateur, fois le contenu de l'accumulateur. Donc, l'accumulateur n'est pas mentionné dans l'instruction parce qu'il est par défaut utilisé toujours dans les opérations de calcul. Donc, je vais faire le déroulement. Voilà, remarquez le contenu de l'accumulateur. Il va contenir X fois P. Parce que j'ai fait une multiplication de le contenu de 210, c'est le P,
fois le contenu de l'accumulateur, c'est le X. Très bien. L'instruction suivante, mul de im. Donc im, c'est-à-dire un adressage immédiat. Donc mul 2. Il te demande de faire la multiplication fois 2. Donc 2, cette valeur n'est pas une adresse. C'est une valeur utilisée immédiatement dans le calcul. Donc sans accéder à la RAM et récupérer un mot. Non, directement multiplier le contenu de l'accumulateur fois 2. Pourquoi fois 2? Parce que il m'a dit immédiat. Donc adressage immédiat, c'est-à-dire utiliser la valeur écrite ici. Donc je vais faire directement multiplier, ou toujours on multiplie fois l'accumulateur par défaut, sans mentionner l'accumulateur. Donc le nouveau résultat, c'est 2 fois X fois P. Très bien. L'instruction suivante, store P, D. Store, c'est enregistrer le contenu de l'accumulateur dans la RAM. Elle a deux paramètres. P, c'est dans l'adresse P. Le type d'adressage direct. Donc, je vais chercher l'adresse P et ranger ce contenu dans la RAM. Voilà. Le contenu de l'accumulateur est égal X fois P fois 2. Je vais chercher l'adresse P et envoyer une copie de ce contenu dans le mot P. Adressage direct, c'est-à-dire on trouve dans l'adresse P la valeur directement. Instruction suivante, load R D. Load, c'est le rôle de l'instruction load, c'est charger un mot à partir de la RAM vers l'accumulateur. Elle a deux paramètres. R, c'est le contenu de l'adresse R. Le type d'adressage, c'est DIM, c'est-à-dire directement. Ramener le mot mémoire et l'envoyer dans l'accumulateur, ou bien ranger dans l'accumulateur. Donc, quel est le contenu de l'adresse R? Je vais chercher. Dans R, on trouve X. Donc, il te dit de mettre un X dans l'accumulateur, tout simplement. Voilà. Très bien. Deuxième instruction suivante. Mul R avec un adressage direct. Donc, mul multiplier le contenu de l'accumulateur fois le contenu de l'adresse R. Le contenu de l'adresse R, c'est un X. Le contenu de l'accumulateur, c'est un X. Donc, le résultat va égal X fois X. Tout simplement. Voilà. Et toujours, les opérations sont faites dans l'accumulateur, par défaut. Mul 210, un adressage directement, c'est-à-dire multiplier le contenu de l'adresse 210 fois l'accumulateur avec un adressage direct. C'est-à-dire on récupère ce P et on doit multiplier fois X au carré. Donc le résultat dans l'accumulateur ça va être X au carré fois P, tout simplement. P fois X au carré. Div P D. Div, c'est une division. Donc, diviser l'accumulateur sur P. Le contenu de P avec un adressage direct. P à quoi est égal? C'est égal XP fois 2. Donc, je vais diviser cette valeur sur cette valeur. Donc, remarquez la nouvelle valeur de l'accumulateur est égal X sur 2. Si je divise Px au carré sur Px fois 2. Donc, P avec le P se simplifie. X au carré avec le X. Il reste un X sur 2. Très bien. L'instruction suivante. Store PPP, virgule, adressage direct. Store, elle fait quoi? Elle enregistre le contenu de l'accumulateur dans la RAM. Et bien sûr, dans l'adresse PPP avec un adressage direct. Donc, je vais chercher l'adresse PPP et enregistrer cette valeur X sur 2. Voilà, X sur 2. Je vais chercher l'adresse PPP et enregistrer cette valeur. La dernière instruction, write. C'est une instruction sans paramètre. Elle fait quoi? Elle affiche sur l'écran le contenu de l'accumulateur. Tout simplement, sans faire aucun changement. Remarquez, l'accumulateur contient bien sûr X sur 2. Donc, cette X sur 2 va s'afficher sur l'écran. Et j'ai terminé
j'ai terminé le déroulement. Deuxième question, que contient les adresses R, P et PPP après exécution du programme? Donc, je vais vérifier dans cette page quelles sont les valeurs de R, P et PPP. Remarquez X, XP fois 2 et X sur 2. Je vais répondre sur la base de cette image. Voilà. X, XP2, X sur 2. Question suivante. Qu'affiche le programme? C'est X, c'est la valeur saisie au début, égale 10. Donc affiche PPP, donc 10 sur 2, donc il va afficher 5. Calculer la formule de ce qui est calculé, bien sûr ce qui est affiché, hein, PPP, et proposer un programme de moins de 5 instructions qui fait le même travail. Donc l'objectif c'est trouver PPP, c'est trouver, calculer X sur 2. Donc sans passer par toute cette histoire. L'essentiel, trouver X sur 2. Donc je vais faire un programme simple. Read, je vais lire la valeur X. Je vais faire une division immédiate sur 2, donc au niveau de l'accumulateur bien sûr. Je vais enregistrer cette valeur dans PPP avec un adressage direct et afficher la valeur sans passer par les variables intermédiaires R et P, et etc. Voilà, j'ai terminé la correction. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.